Bonsoir en tout cas à vous toutes et à tous. Je suis particulièrement content de pouvoir intervenir dans une bibliothèque, non pas parce que j'aime particulièrement les bibliothèques, même quand j'étais étudiant, je les fréquentais énormément, mais parce que tout à l'heure, M. Roosevelt, comme directeur de la bibliothèque, a dit que la bibliothèque était un lieu d'échange. Et l'une des choses les plus belles qu'on puisse avoir dans la vie quotidienne, c'est de se sentir partie d'un grand réseau d'échanges. Vous imaginez si vous vous sentiez uniquement quelque chose de petite souris dans un coin. La vie ne serait pas belle. Si au contraire vous sentez une goutte d'eau au milieu de deux mots de fleuve, et une goutte d'eau bouleversée continuellement par les flux des autres courants. Ça fait de la vie, quoi. Ça fait de l'énergie. Et en effet, se trouver dans un lieu d'échange est toujours enrichissant. Et pour cela qu'il faut se féliciter toujours avec les bibliothèques qui organisent des moments de rencontre, des moments de réflexion, sur des thèmes qui nous concernent directement dans notre vie quotidienne. L'eau, au fait, fait partie de notre problématique quotidienne parce que nous sommes eau. Souvent on dit, qu'est-ce que c'est l'eau? C'est l'eau, c'est la vie, non? Mais au fait, c'est de la vie parce que nous sommes à 70% de notre corps est eau. Nous sommes eau. Et quand on est 80-82% de notre corps est eau. Et puis, j'imagine que vous le saviez, mais notre cerveau, ce n'est que de l'eau. C'est du liquide. C'est extraordinaire comme ce liquide puisse être ce qu'est en train de faire comme cerveau. Et alors, en fait, ça fait plaisir quand on parle de l'eau, de parler de soi-même, quoi. On parle de nous. Hein? On ne parle pas nécessairement des autres. En fait, ce soir, on essaie de voir quelle est la perception de la vie que nous avons à travers l'eau. Et j'espère qu'il y aura un débat après. Parce qu'en réfléchissant à l'eau, on réfléchit à la vie. Et il est vrai que la perception de ce qu'est la vie, l'importance de la vie, si on a le droit à la vie ou pas, comment on organise la vie, ça change dans les époques, ça change d'après les groupes sociaux. Un Japonais a une perception de la vie complètement différente que nous. C'est donc important de savoir que tous les problèmes, tous les aspects de la vie, et notamment quand au cœur de la vie comme l'eau, ça dépend des points de vue. Ça dépend de perception. Et l'eau fait objet de perception. C'est pas vrai que, oui, bien sûr, si je vous parle de l'eau comme molécule composée de deux atomes, etc., oui. Mais encore et encore, il y a des perceptions différentes. Nous, par exemple, en ce moment, l'eau, souvent, si vous demandez à un enfant de 4-5 ans, qu'est-ce que c'est l'eau, d'où vient l'eau, la probabilité qu'il vous dise « vient de Carrefour ou d'Auchan » est très élevée. Parce qu'il est habitué à voir l'eau qu'on achète, que l'eau qu'on boit, de Carrefour. Donc pour lui, l'eau vient de Carrefour, quoi. Et au contraire, pour un paysan, l'eau c'est fondamental. Parce que toute sa culture dépend de l'eau. S'il en tombe beaucoup, s'il en tombe peu. Et donc la perception de l'eau pour un paysan, par rapport à un enfant urbanisé comme le nôtre, est complètement différente. Un enfant d'aujourd'hui, immédiatement, ne perçoit pas le problème de l'eau comme un problème de vie. Un enfant de paysan, oui. Parce qu'il vit un contact avec l'eau, un contact avec la nature vivante de l'eau, de manière beaucoup plus directe, riche, qu'un enfant qui voit l'eau pour boire dans le plastique, ou bien l'eau pour la salle de bain,
ou pour la douche. Et puis il n'a plus d'autre véritable contact avec l'eau. Donc c'est important de s'approcher à la problématique de l'eau en étant rigoureusement conscient de la pluralité, diversité, variété de la perception de l'eau d'après les groupes sociaux, d'après les temps, d'après les lieux. Il n'y a pas de science, il n'y a pas d'affirmation absolue par rapport à ça. Et tout dépend également, on parle de la narration qu'on fait de l'eau. Et toute société narre l'eau en fonction de son histoire. La narration de l'eau d'une communauté villageoise africaine n'est pas celle de l'Américain moyen de Pittsburgh. À Pittsburgh, comme dans d'autres villes américaines, la consommation moyenne quotidienne par habitant est de 1117 litres par jour, par personne, d'eau potable. Pour un habitant de Suède, c'est 119 litres. Pour un habitant de Wallonie, c'est 89 litres. La Wallonie a une des consommations quotidiennes d'eau potable la plus basse en Europe et dans le monde, parmi les pays développés. Et alors, pour l'Américain, la narration de l'eau de l'Américain urbain est complètement différente de la narration de l'eau du Wallon. Quelle était en fait la perception de l'eau que nos sociétés ont eue jusqu'à une époque récente? Je parle jusqu'aux années 70, jusqu'au moment où, disons, les 30 années glorieuses dans les pays dits développés avaient apporté tous ces bienfaits et tous ces mauvais effets. Les 30 glorieuses, c'est une expression pour dire que pendant 30 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, nos sociétés ont été en croissance économique formidable. L'eau, vers les années 50, a été perçue surtout comme une grande conquête sociale. Avoir l'eau à la maison, avoir le robinet à la maison, ce fut une grande conquête sociale. Ce fut un changement considérable auprès des gens. En effet, ceux qui n'avaient pas la salle de bain, ceux qui n'avaient pas, par exemple, frigidaire, c'était pour eux, avoir l'eau à la maison et avoir une salle de bain, ce fut une promotion sociale considérable. C'était monter dans la hiérarchie sociale. Ceux qui avaient l'eau à la maison. Alors que d'autres encore avaient accès à l'eau dans la cour, ou bien l'eau, la fontaine. Dans pas mal de villages, en France encore, en 1950, on prenait l'eau dans les villages, dans les fontaines. Et remarquez que les fontaines furent une grande conquête sociale aussi. Les fontaines publiques. Et les fontaines, vous savez, occupent une grande place symbolique dans l'histoire des sociétés occidentales. Au fait, le robinet, c'est une espèce d'affirmation de l'individualisme, de l'accès à la vie par une démarche individuelle, alors que la fontaine était le lieu public collectif d'un accès à un droit commun. Et petit à petit, alors que la fontaine restait le lieu de l'expression d'une progression sociale commune, le robinet d'eau est devenu une affirmation de la capacité de consommation, du niveau de vie de consommation des individus. Et il y a eu une espèce de processus d'inversion. La fontaine avait été la libération collective par rapport à un progrès social. Le robinet d'eau est devenu l'affirmation d'un usage individuel, atomisé, consommiste de l'eau qui est une expression de vie. Et si je prends maintenant la perception de l'eau de l'enfant,
urbain de nos villes, dont je vous ai dit tout à l'heure, au fond, on constate que 52% des Européens, dans une enquête de l'an 2004, promue aussi par la Commission européenne, affirment, 52% des Européens, affirment que pour boire, lorsqu'ils ont le besoin de boire, lorsqu'ils sentent la nécessité de boire, et boire, c'est l'expression de la vie élémentaire, ne boivent plus l'eau du robinet, mais boivent l'eau minérale en bouteille. Quelle évolution, quel changement. Le robinet, expression de la conquête sociale plus grande au niveau individuel, même plus partagée collectivement comme la fontaine, pour 52% de la population européenne, le robinet devient le moyen d'utiliser l'eau pour se laver, pour laver les aliments. Il devient l'instrument pour la chasse, pour la toilette, parce que vous le savez très bien que l'eau de la toilette, vous pouvez la boire, et l'eau potable. Elle n'est pas différente de l'autre eau. C'est dans votre maison, et vous pouvez boire l'eau de la toilette. Elle est potable. Elle ne vient pas par d'autres conduites. Ce n'est pas une autre qualité. L'eau de la toilette est très très potable. Les gens ne boivent plus pour boire de l'eau du robinet, mais j'utilise l'eau du robinet 32% pour la toilette, comme si les déchets humains nécessitaient d'eau extrêmement potable pour aller dans les égouts. Sinon, le pauvre déchet humain souffrirait d'être traité par de l'eau impure. Et 30% c'est pour se laver, salle de bain, 30% WC, 30% les douches et les bains. Hein? C'est extraordinaire, 60%. 30% la machine à laver et le lave-vaisselle. 7% laver par terre, laver l'eau d'eau. 3% l'eau de cuisine et pour boire. Et on potabilise avec des immenses sommes, coûts, investissements pour porter l'eau à la maison, et puis l'eau utilisée pour des usages non nobles. Et pour boire, on va à Carrefour, Auchan, Leclerc, et pour acheter l'eau en bouteille par 6, qui coûte entre 200 à 2000 fois plus cher que l'eau du robinet. Et les Français, les Italiens, les Allemands et les Américains sont tout heureux le samedi à aller à cette célébration de la consommation pour acheter l'eau minérale en bouteille et sont heureux de dépenser de 200 à 2000 fois plus cher pour acheter l'eau pour boire, alors que par les taxes, payent aussi d'argent pour que l'eau soit potabilisée, alors que pour l'eau de la toilette, vous pourriez avoir l'eau de pluie ou l'eau sale avec laquelle vous avez lavé vos tomates ou vous êtes lavé même les pieds et la figure. Et ça, c'est la perception d'aujourd'hui. Extraordinaire, moi, je trouve. Et nous nous appelons société développée. Nous nous appelons société de progrès, qui a fait des progrès. Par rapport aux années 50, vers les années 70, la perception de l'eau qu'on a eue, effectivement, a commencé à changer. Et si on était tout heureux de voir dans nos villes porter de plus en plus de robinets, etc., à partir dans les années 50, vers les années 70, on avait commencé à sentir l'eau comme un problème. Je parle surtout de l'eau chez nous, dans les pays développés. Et le problème de l'eau a pris plusieurs dimensions. La première, c'était que malgré tout, de temps en temps, dans certains endroits,
il y avait problème d'approvisionnement d'eau, parce que les canalisations, finalement, étaient trop vieillottes, et puis il y avait des fuites, et puis alors par les fuites, on commençait à voir que l'eau n'était pas de bonne qualité, et ensuite à cause de la pollution, parce que déjà à partir des années 70, on s'est rendu compte que l'industrialisation agricole, l'agriculture intensive, qui était devenue de plus en plus la partie la plus importante de prélèvement d'eau dans nos pays. On utilisait plus de 50 ou 60%. Encore aujourd'hui, par exemple en Espagne, 80% de tous les prélèvements d'eau douce, sont pour l'agriculture. En France, c'est moins de 50%, parce qu'en France, ce qui prend de plus d'usage d'eau, surtout dans certaines régions, c'est l'énergie nucléaire. En France, beaucoup d'eau est utilisée, d'eau potable, d'eau douce, est utilisée, d'eau douce, pas d'eau potable, d'eau douce est utilisée pour l'industrie énergétique. Et alors, on avait constaté que dans les années 70, l'usage de plus en plus intensif en agriculture se traduisait par une détérioration croissante de la qualité de l'eau qui sortait des robinets. Ou bien, avant de la potabiliser, on se rendait compte qu'il fallait investir davantage en potabilisation pour rendre l'eau potable. Pourquoi? Parce que l'agriculture intensive signifie qu'on essaye toujours de plus en plus d'avoir d'un mètre carré ou d'un hectare plus de produits que la nature en est donnerait tout seul, et c'est pour cela qu'on utilise, pour augmenter la productivité agricole, on utilise des fertilisants, mais les fertilisants, pour pouvoir agir, qui sont des produits chimiques, doivent être solvables, résolus, donc liquéfiés, et alors tout ça avec l'eau, et l'eau permet cette réaction chimique, parce que l'eau est le solvant naturel le plus puissant au monde. L'eau vous résout tout, quoi. Et il suffit de lui donner du temps, même les roches, il va les rendre poussière. Et l'eau, alors, est nécessaire pour faire la réaction chimique, parce que comme ça augmente la productivité. Mais lorsque la réaction chimique est faite, il y a des substances toxiques qui restent. Et les substances toxiques, normalement, sont lourdes et descendent. D'autant plus que vous avez l'une des caractéristiques de l'eau, c'est qu'elle descend toujours. Vous n'avez jamais vu l'eau monter. Hein. Dans les rivières, les fleuves, ne monte jamais l'eau. Il n'y a que le saumon. Il y avait des saumons qui montaient l'eau, remontaient, mais jamais l'eau monte, elle descend. Et alors, quand elle descend l'eau, elle descend avec des substances toxiques. Et ça va dans les nappes. Et plus on utilise une agriculture intensive, c'est-à-dire une agriculture à forte densité chimique, plus les nappes sont polluées. Et plus, alors, on veut utiliser les nappes, on va chercher les nappes plus profondes. Et alors, on va trouver, ça augmente les coûts. Et alors, ça, on pompe davantage. Et plus on pompe, petit à petit, on pompe à des rythmes plus élevés que le rythme naturel de renouvellement des nappes. Si vous avez une nappe qui se constitue au cours de 20 ans, 30 ans, par les cycles qu'on appelle les cycles de l'eau, les cycles intégrés de l'eau, et alors, ou bien un bassin d'un fleuve se renouvelle de 80 ans ou 120 ans. Par exemple, vous savez que l'eau d'Évian nécessite 80 ans pour se constituer. Non? Alors, ça prend 80 ans. Et puis, tous les 80 ans, se renouvelle. Si vous videz tous les bassins, les nappes de l'eau d'Évian, en 80 ans, suffisamment pour qu'en 80 ans se renouvelle, l'eau d'Évian ne diminue pas. Mais si vous utilisez des prélèvements de l'eau d'Évian en 50 ans plus que ce qu'elle est capable en 80 ans, ben 2 cycles après, il n'y aura plus tellement d'eau d'Évian. Et c'est ce qu'on a fait pour toutes les nappes. Et c'est pour ça que les nappes se vident. Et c'est pour ça que les nappes se vident partout. Et c'est pour ça que, par exemple, le pays qui a plus dévoré l'eau dans le monde, qui est les États-Unis, finalement a vu ses nappes diminuer en moyenne d'1,5 mètre sur tous les territoires américains. Et les Américains, pratiquement, n'ont plus tellement d'eau.
parce que l'agriculture, ils ont tué avec leur agriculture intensive, ils ont tué effectivement les nappes d'eau, et puis parce qu'ils prélèvent, ils ont fait des prélèvements pour autre usage de la rivière hyper disproportionné, 1117 litres par jour l'habitant américain moyen urbain, 801 l'américain moyen pour tout, 801 par jour. Et ça fait que maintenant, ils ont séché tout. Ils ont séché les nappes, ils ont séché les fleuves. Vous savez que leurs fleuves ne vont plus à la mer. Pratiquement, le Colorado ne porte plus l'eau à la mer. Et ne portant plus l'eau à la mer signifie qu'il y a petit à petit tout un ensemblement, parce que le flux n'arrive pas. Et pourquoi le flux n'arrive plus à la mer? Mais parce qu'ils ont fait presque 60 barrages sur le Colorado pour pomper, parce qu'ils ont bâti l'agriculture, même la culture viticole, dans les déserts. Colorado, Utah, Nevada sont tous des pays désertiques. Mais ils pompent, ils ont de l'eau. En Californie, ils ont construit des villes avec des jardins fantastiques. Les grandes stars américaines sont dans leur ville à Las Vegas. C'est incroyable. Eh bien, l'agriculture, plus les prélèvements, a fait de sorte qu'on s'est aperçu que l'eau commençait à être plus de bonne qualité. Et donc, le problème de la pollution de l'eau, inutile de vous rappeler que déjà il y a 30 ans, en Bretagne, on se préoccupait de la détérioration croissante de la qualité des eaux. Et là, parce qu'il y avait les touristes. Et là, parce qu'il y avait besoin davantage d'eau à cause de l'agriculture, là aussi intensive, des activités de certains légumes, etc. Alors, la pollution, plus l'idée que ça commençait, l'eau manquait. Abus, les abus. D'autant plus que pour porter l'eau qui polluait pour faire les réactions chimiques, il fallait faire des grands systèmes d'irrigation. Et d'irrigation à pulvérisation. Vous voyez ces bras qui lancent. Vous n'avez jamais vu un terrain d'arbres vergers, là, de fruitiers. Ce sont des jets d'eau qui vont à 50 mètres de puissance. C'est comme un peu la fontaine de Genève, quoi. Elle monte à 117 mètres. C'est extraordinaire. Eh bien, vous avez quand ces jets d'eau, 40% au moins se perdent par évapotranspiration et n'arrivent pas au sol. Se perdent. Et donc, vous avez un pays, prenons la France, qui utilise 50% de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, et vous avez 40% de l'eau utilisée pour l'irrigation qui se perd. Ce n'est pas une manière intelligente d'utiliser l'eau. Alors, on la perd qualitativement, on la détruit qualitativement. C'est ainsi qu'à partir des années 70, la perception de l'eau a commencé à être une perception problématique. Ils ont commencé à dire, ben ça, il faut arrêter la pollution. Il faut arrêter notre mode de production agricole. Il faut arrêter notre mode de production d'énergie électrique. Par exemple, faire beaucoup des centrales électriques, et surtout des centrales nucléaires, signifie utiliser beaucoup d'eau, non seulement pour faire fonctionner les réacteurs, mais beaucoup d'eau pour refroidir. L'eau extrêmement chaude qui sort des réacteurs, qui sort de tout l'établissement, pour ne pas les jeter immédiatement dans la rivière, parce que là, tu aurais toute la flore et la faune des fleuves. Et donc, il faut utiliser beaucoup d'eau, plus que d'eau qu'on a utilisé pour faire la fonction physique nucléaire. Et donc, arrive que l'eau qui est réunie sur les fleuves, sur les nappes, est malgré tout de certaines températures. Et c'est pour ça qu'on a commencé à se poser des questions des conséquences environnementales de la production nucléaire, de l'énergie nucléaire. Et puis il y a l'industrie.
Et puis il y avait l'industrie qui ne respectait pas les règles. L'ISO, vous vous rappelez maintenant l'ISO 2000, l'ISO 9000, l'ISO 0, c'est-à-dire International Standard Organization, sont les normes. ISO signifie International Standard Organization. Des normes qui essayaient de réduire l'impact de la pollution d'origine industrielle. Parce que l'industrie utilisait tout, et puis tous les produits toxiques de nature chimique ou de nature métallique étaient laissés aller dans la nature. Et alors qu'il y avait des obligations, souvent, là, en grande partie, on s'apercevait systématiquement que les entreprises ne respectaient pas les normes environnementales en matière de gestion des eaux usées. Et qu'on respectait, par exemple, que toutes les villes, nos villes, n'avaient jamais de dépurateurs, ou avaient très peu de villes avaient les dépurateurs des eaux usées. Et tous les eaux usées allaient, quoi, dans les rivières, et par les égouts arrivaient à la mer. Et c'est ainsi que, petit à petit, on a constaté que la gestion alimentaire des eaux usées urbaines, qui étaient laissées à la nature ou sous le sol ou à la mer, s'est traduisée après par une dévastation structurelle de l'eau elle-même et toute une série de vies. Et c'est là que dans les années 70, on a commencé à se dire, tiens, l'eau, c'est en train de devenir le véhicule de la mort. Pollution industrielle, pollution agricole, prélèvement excessif, barrages pour faire l'irrigation, destruction des fleuves, dévastation des territoires, glissement de terrain, inondation, période de sécheresse. Et c'est comme ça que la perception de l'eau a changé. Et au lieu de considérer l'eau l'expression de vie, a commencé l'eau à devenir une espèce de menace, quelque chose de mauvais. Quelque chose qu'il fallait complètement remettre un peu en ordre. Bien entendu, ce n'était pas l'eau, c'était les usages industriels, l'agriculture, etc. Mais alors, à partir de ce moment-là, et c'est maintenant qu'on commence à voir les conséquences, les activités de d'épuration n'existaient pas parce qu'on pensait qu'effectivement la nature, les fleuves, la mer, allaient nettoyer tout ça. D'ailleurs, c'est vrai. C'est vrai que la nature est nettoyeuse, elle sait nettoyer. D'ailleurs, les rivières, les fleuves sont des nettoyeurs naturels de la vie. Et les fleuves ont toujours joué ce rôle de nettoyage. Sont un peu les nettoyeurs de la planète, les fleuves. Et aussi les lacs sont des instruments à travers l'eau qui recyclent les déchets de la nature. Et si vous me permettez une comparaison, quand vous faites un dépurateur, au lieu de laisser la nature d'épurer ses propres déchets, nous faisons partie de la nature, ben, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre la planète et notre Terre en dialyse. Les reins sont les fleuves de la Terre. Les fleuves sont les reins de la Terre. Et si vous avez tué la capacité de fleuves d'être les nettoyeurs naturels, et vous mettez des dépurateurs, c'est comme un organisme humain, vous mettez un dialyse parce que désormais les reins, naturellement, ne savent plus nettoyer. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a grandi de plus en plus, investi de plus en plus dans les dépurateurs, dans la dépuration, et c'est ainsi qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'aujourd'hui les grands investissements en matière d'eau ne sont plus les barrages, ne sont plus les aqueducs, ne sont plus les potabilisations, mais sont les dépurateurs. C'est la dépuration et le traitement des eaux usées. C'est le plus grand aujourd'hui investissement. Et c'est dans ce secteur-là que le capital privé est en train de faire les plus grands
profit. C'est dans le traitement des eaux usées et dans la dépuration que maintenant Suez, Vivendi, Bouygues, etc. sont en train de gagner les plus et sont intéressés à investir. Mais j'y arriverai tout à l'heure. Restons encore, revenons donc. À ce moment-là, la perception de l'eau donc devient « Ouh là là, il faut investir ». Il faut capter plus loin, plus profondeur, ça coûte. Il faut changer les systèmes d'irrigation. Il faut faire notre agriculture. Il faut dépurer. Il faut traiter. Et alors, c'est là qu'intervient l'école française de l'eau. D'ailleurs, pour ceux qui ne croient pas l'existence de l'école française de l'eau, allez voir un panneau de l'exposition et on parle d'école française de l'eau. C'est petit à petit là, donc vous êtes des maîtres dans l'eau. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez être fiers de ça, mais enfin, on en verra. À partir des années 70, on commence à dire, mais alors l'eau là, ça coûte. On a des investissements. L'eau est donc un bien économique. L'eau, c'est plus un bien de la nature, c'est plus une conquête sociale. C'est plus un bien commun. C'est plus l'expression de la sacralité de la vie. C'est plus un don de Dieu. C'est plus un cadeau de la nature. C'est plus la vie. L'eau est un bien économique. Il faut qu'il soit traité comme un bien économique. Parce qu'effectivement, l'école française de l'eau a commencé à dire « Oui, c'est vrai que c'est un don de Dieu, oui, c'est vrai qu'on a le droit à l'eau, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que Dieu nous a fait ça comme cadeau pour tous. Mais Dieu a oublié de nous envoyer les tuyaux. Et il faut les faire, ces tuyaux. Et les tuyaux coûtent. Et la dépuration coûte. Et les barrages coûtent. L'eau est un bien économique. Et il faut traiter l'eau comme... c'est plus un bien social. D'ailleurs, bon, on le détruit, donc pour le sauvegarder, pour le maintenir, il faut qu'il devienne un bien économique. Parce que la rationalité économique va nous faire devenir des usagers plus rationnels, plus sages. Vous savez, l'école française de l'eau a dit, vous savez pourquoi finalement on a détruit l'eau? Parce qu'elle n'écoutait rien. Alors quelque chose qui ne coûte rien, on la gaspille. Quelque chose qui ne coûte rien, on l'abandonne, on la fait, on n'y donne aucune valeur, donc on peut la détruire. Il faut la faire devenir un bien économique. Bien économique, alors vous avez immédiatement dans la tête, si je dis économique, à quoi vous pensez-vous? Est-ce que vous pensez par exemple à économique coopératif? Ouais, à économie, à économique, par exemple, publique, collective, commune. Quand on dit économique, on pense à l'économie privée capitaliste. Non? Quand on dit quelque chose économique, notre cerveau est tellement été lavé à l'eau qu'on ne pense plus que économique puisse être autre qu'économie capitaliste de marché. Et que donc les règles, alors que vous savez, c'est quoi économie? Vous savez, c'est quoi économie? Économie vient du grec oikos nomos. Oikos signifie l'écoumène, où on habite, l'habitat, le lieu. Et nomos, nomia, nomi, signifie règle. Oikos, nomos, signifie les règles de la maison, de l'habitat. Économie, signifie pas capitalisme financier ou profit. Mais quand on dit un bien économique,
c'est bien soumis aux règles du marché de l'économie capitaliste. Et d'ailleurs, quand on a dit ça, on a fait une violence terrible à une autre réalité. Écologie, qu'est-ce que ça veut dire écologie? Signifie oikos, logos. Logos signifie discours, parole, narration. Et écologie signifie la parole sur l'habitat, sur l'environnement, sur la maison. Et donc, les nomos, l'économie, ne peut pas être en contraste avec l'écologie. Parce que des règles qui sont en contraste avec le discours, les paroles, la narration, c'est aberrant. Eh bien, c'est ce qu'on a fait, quoi. Et on a dissocié l'économie de l'écologie, comme si les discours sur la maison pouvaient conduire à des règles de la maison contraires au discours, et vice-versa. Et alors, l'expression un bien économique signifie la séparation entre l'écologie et l'économie. D'autant plus que régulièrement, ceux qui parlent de bien économique, ils disent il faut traiter le bien économique. Oui, bien sûr, il faut considérer aussi l'aspect écologique, mais dans le respect des contraintes économiques et dans le respect, dans le cadre de la rationalité économique. Non? Comme si la rationalité écologique pouvait être différente, au contraire, à la rationalité économique. Et c'est vrai que chaque fois, on a voulu contraster, opposer développement économique et développement écologique, par exemple. C'est une aberration. Comment peut-on penser à un développement économique quand c'est le développement de la manière de vivre ensemble, parce que l'économie, c'est les règles d'une manière de vivre ensemble, pour produire les biens et les services qui permettent aux gens de vivre. C'est ça l'économie. L'économie, c'est l'ensemble des règles qu'une société se donne pour vivre ensemble de manière à produire les biens et les services qui satisfont les droits à la vie des gens et leurs besoins individuels et collectifs. Ça, c'est l'économie. Comment peut-elle être contraire à une narration, à une vision qu'on a de l'écologie, c'est-à-dire du discours de la planète, le discours de la Terre, le discours de l'habitat? Eh bien, on a fait ça. Alors, on a commencé à dire, mais si c'est un bien économique, il est normal que ce soit des entreprises économiques qui le fassent. Alors, on a commencé à dire que l'eau doit être gérée, non pas par des collectivités publiques, par des institutions publiques, mais devait être gérée par des sujets économiques, des entreprises économiques qui allaient gérer selon la logique de la rentabilité, du profit, tenant compte des coûts. Et alors tout ça était très bien à l'école française parce que la France avait appliqué ça déjà depuis la fin du XIXe siècle. Parce que les systèmes de délégation du service d'eau, de la gestion du service d'eau, des collectivités locales en régie aux entreprises privées, datent déjà de la fin du XIXe siècle en France. En France, on a été pionniers. C'est la délégation des services publics à des sociétés privées, c'est typiquement une pratique française. Et c'est là que sont nés après, petit à petit, les grands colosses de l'eau, qui sont la Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, Sauer, etc. Qui petit à petit, alors dans les années 70 ou 70, excusez-moi le belgicisme, en 70, s'est trouvé en pleine légitimité de pouvoir dire, bon, maintenant qu'elle est bien économique, mais nous sommes les sujets qui ont acquis une compétence, une expérience pluridécennale en étant gérants des services publics de l'eau. Et donc, alors, amplifions les processus de privatisation des services hydriques et affirmons que les sociétés privées sont en mesure, bien entendu dans les cadres du mandat, du contrat de délégation, etc., des pouvoirs publics, de gérer l'eau pour l'utiliser, puisque l'eau est désormais rare.
puisqu'on ne peut pas éliminer les causes de la rareté, je viens maintenant sur ce point central de cette soirée, il disait, bon, il faut valoriser les capacités entrepreneuriales des entreprises privées qui vont traiter, comme c'est dans leur logique, dans une économie capitaliste de marché, ils vont traiter l'eau comme un bien économique, donc ils vont